Avril 2004. L'autopsie du corps de Christian Jambert, retrouvé mort par balle 7 ans plus tôt dans son garage, met à mal la thèse du suicide. La révélation fait l'effet d'une bombe, à quelques mois du procès des disparus de Lyon. Le gendarme aurait-il été assassiné ? Les carences de l'enquête initiale refont surface et l'on s'attend à de nouvelles investigations. Mais à la surprise générale, la justice auxerroise se défend de tout dysfonctionnement et réclame une 2e, puis une 3e autopsie. Entre guerre d'experts, scellés disparus et déni de justice, le dossier Jambert tente difficilement de se frayer un chemin vers la vérité. Vous écoutez La conspiration du silence, épisode 7, un suicide à 2 balles. On voit bien avec le gendarme Jambert aussi la chape de plomb institutionnelle, encore aujourd'hui, alors que cet homme est mort depuis des décennies maintenant, et alors que cette affaire est prétendument réglée, on voit bien qu'en fait, elle ne l'est pas. 2 avril 2004, Paris. L'autopsie de Christian Jambert commence à l'Institut médico-légal de Paris. Au moment de l'autopsie, on n'a pas beaucoup d'éléments, aussi bien le professeur Lecomte que moi-même, sur l'affaire Jambert. On n'en sait pas grand-chose. Si ce n'est qu'il a été conclu au suicide. Je m'appelle Jean-Claude Klinger, j'ai participé en tant que balisticien à la première autopsie du corps du gendarme Jambert. On sait également que le médecin qui a procédé à la levée de corps a déterminé une trajectoire avec un orifice d'entrée au-dessus de la lèvre avec une sortie temporale gauche. Mais c'est tout ce qu'on sait au moment où on procède à l'autopsie. Que rechercher les causes de la mort, c'est déterminer absolument tous les éléments qui vont permettre de savoir comment M. Jambert est mort. Et s'il s'est suicidé ou s'il y a des éléments suffisamment probants pour dire que c'est pas lui qui s'est tiré dessus. En général, une autopsie dure 2 heures à peu près, plus s'il y a de multiples traces balistiques qui nécessitent de reconstituer les trajectoires à chaque fois. Dans le cas du gendarme Jambert, c'était 4 heures. Alors évidemment, le corps n'est pas en parfait état puisqu'il a été inhumé pendant 7 ans. Mais on constate quand même la présence de cette trace au niveau au-dessus de la lèvre. Et la première chose que l'on fait, c'est de sonder, c'est-à-dire qu'on essaye de savoir ce qu'il y a en dessous de la plaie épidermique. Et on constate qu'il n'y a pas d'orifice en dessous. La mâchoire n'est pas touchée, donc ça ne peut pas être le passage d'un projectile. C'est pas possible. C'est un choc, probablement, mais c'est tout ce que l'on sait. Donc c'est déjà un premier problème, puisque la trajectoire déterminée par le médecin au moment de la levée de corps, apparemment ne correspond à rien. Donc on va commencer à chercher. Alors on a un orifice sur le côté gauche du crâne, qui manifestement est un orifice d'entrée. C'est facile à distinguer un orifice d'entrée d'un orifice de sortie, puisque lorsque la balle pénètre dans la boîte crânienne, elle provoque des escailles d'os à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Donc c'est un orifice d'entrée et pas de sortie. Ce qui va déjà, entre autres, à l'encontre des constatations faites par le médecin lors de la levée de corps, puisque lui disait que c'était un orifice de sortie. Donc on cherche un peu plus loin, et Madame Lecomte ouvre la bouche de la victime, et on constate un impact dans le palais, du côté gauche du palais, qui correspond là aussi à un orifice d'entrée. Donc là, on est à 2 coups de feu. La trajectoire de la balle qui est entrée dans la bouche est une trajectoire qui est d'avant en arrière, très légèrement de droite à gauche et légèrement de bas en haut. Et la deuxième est une trajectoire de gauche à droite, légèrement d'avant en arrière. Donc on a 2 tirs qui sont pratiquement à 90 degrés l'un de l'autre.
Le médecin constate également que le tronc cérébral a été explosé par le premier projectile et conclut qu'il s'agit d'une blessure qui a provoqué une mort d'emblée, c'est-à-dire que le coup est mortel immédiatement. Le second coup de feu a provoqué des dégâts dans le cerveau qui ont entraîné également une blessure mortelle. Ça paraît un peu difficile de conclure que la victime a pu tirer 2 fois, alors que lorsqu'elle a tiré la première balle, il était mort. Là, on a 2 angles totalement incompatibles entre eux et 2 plaies létales immédiatement, mortelles immédiatement. Corinne Herman, avocate spécialiste des cold cases. Et donc, la conclusion, c'est que c'est un assassinat. En 2004, Thierry Fournet décide d'enquêter sur la mort de Christian Jambert. Lorsqu'on voit les résultats de l'autopsie de Dominique Lecomte et Jean-Claude Schlinger, vraiment notre but, c'est d'essayer de prendre du recul et d'essayer de comprendre avec le moins d'a priori possible ce qui s'est passé, en se posant la question, est-ce que le suicide est possible ou pas ? C'est vraiment notre démarche. Et je pense que c'était important d'aborder le problème de cette manière-là. La première chose qui me choque déjà, c'est que ce sont des gendarmes qui vont travailler sur la mort de Christian Jambert et non des policiers. C'est absolument anormal. Pour le suicide ou la mort d'un gendarme, ce sont les policiers qui doivent enquêter. Là, ce sont les gendarmes et très vite, je vais apprendre qu'en fait, c'est le procureur qui leur a dit « Bon, continuez, vous avez commencé, continuez ». On ne peut pas considérer que des gens qui ont connu très très bien Christian Jambert peuvent être objectifs. Alors bien sûr, il est très difficile d'imaginer comment s'est passée exactement la scène de ces premières constatations, mais on peut tout de suite voir qu'un certain nombre de choses n'ont pas du tout fonctionné. Première chose, les photos. Les photos sont toutes floues. Il n'y en a aucune qui permet de voir exactement ce qui s'est passé. C'est donc un premier gros problème. Deuxième problème, les empreintes sur l'arme. Les recherches d'empreintes effectuées sur l'arme n'ont permis de découvrir que des bribes superposées inexploitables. Il est à noter que plusieurs personnes ont touché cette arme avant notre arrivée. Normalement, lorsqu'on retrouve une victime de coup de feu, on fait des recherches, des prélèvements sur les mains, particulièrement, pour essayer de déterminer s'il y a des résidus de tir. Ces résidus de tir présents sur les mains peuvent permettre de déterminer que c'est la victime qui a utilisé l'arme. Ces tamponnements ont bien été faits, mais ils n'ont pas été analysés, ou en tous les cas, on n'en a pas les résultats. Donc ça, on ne peut pas savoir s'il avait de la poudre sur les mains. Là, s'il avait eu de la poudre sur les mains, ça aurait été clair. Il y a 4 douilles. Comment ça se fait qu'il y a 4 douilles ? On ne l'explique pas non plus. Les traces de sang sur les murs, qui sont à une hauteur qui paraît curieuse pour quelqu'un qui s'est simplement tiré une balle dans la tête. À la lecture des pièces de procédure, il y a une chose qui nous surprend tout de suite, c'est qu'il n'y a pas eu de recherche de fait. Les gendarmes sont partis de l'hypothèse qu'il s'agissait d'un suicide. Aucune investigation n'a été conduite. L'affaire a été pratiquement classée très vite à cause de ça, puisque pour les gendarmes, il n'y avait aucun doute. J'ai été, un peu perturbé quand même, parce que il m'a semblé qu'on remettait en cause notre façon de travailler, qu'on avait bâclé notre travail, alors que c'est absolument pas vrai. Dominique Bornel, ancien gendarme. On a vraiment fait, nous, ce qu'il y avait à faire. Pour moi, j'ai la conscience tranquille, j'ai fait... Les premières constatations, c'est la spécialité de Thierry Bouillevot. Les constatations, c'est la moelle épinière d'une enquête judiciaire, en ce qui me concerne. Si vous faites une audition et vous oubliez quelque chose, vous pourrez toujours refaire l'audition. Des constatations, si vous oubliez ou vous faites mal vos constatations, vous ne pourrez pas refaire des constatations. Si vous me dites que ça dure 1 heure, il est un peu gêné, mais il va être obligé de constater que tout n'a pas été fait au mieux.
Et je crois que s'il fallait enseigner aujourd'hui ce qu'il faut faire sur une scène de crime, on pourrait prendre à contrario le dossier de Jambert pour montrer tout ce qu'il ne faut pas faire. Et je crois que tout ce qu'il ne fallait pas faire, que ce soit en termes de police, que ce soit en termes de police scientifique, d'enquête et en termes d'expertise médicale ou d'intervention médicale, tout ce qui ne devait pas être fait a été fait. La levée de corps a été faite par un médecin qui n'est pas un médecin légiste et qui a essayé de déterminer une trajectoire en passant une aiguille à tricoter, en passant par cet orifice au-dessus de la lèvre, en passant sous l'épiderme pour faire ressortir la pointe de l'aiguille dans l'orifice temporal. Mais manifestement, il a forcé, si vous voulez, avec cette aiguille pour passer. Pour la bonne raison qu'il n'y a pas d'orifice osseux en dessous de cette blessure. Un médecin, au moment de la levée de corps, ne fait jamais ça. Parce que ça peut détruire des preuves. On a décidé de rencontrer un médecin légiste particulièrement renommé, compétent, le docteur Marcaggi. Et pour lui, c'est absolument insensé de penser qu'un médecin qui n'est pas un médecin légiste ait fait ce genre d'analyse. Ça me paraît très limite. Très limite parce qu'on n'a pas eu un avis suffisamment technique et compétent pour affirmer la nature des blessures. Ce qui n'est pas fait ne se fait plus. On ne travaille pas sur du bois ou sur du métal, on travaille sur une matière qui est une matière vivante qui continue à évoluer. Et chaque fois qu'elle évolue, on perd des traces. C'est tout l'intérêt d'une levée de corps bien faite. Ce médecin passe 10 minutes sur place. Il passe 10 minutes à examiner le corps. C'est vous dire s'il n'a pas eu le temps, de toute façon, de faire les constatations qu'il aurait pu faire s'il avait été plus professionnel. Malheureusement, il aurait dû refuser de faire ça. Il a accepté, il porte une lourde responsabilité dans cette affaire. Nous sommes allés rencontrer un balisticien, Michel Malherbe. C'est un ancien policier, donc il a cette double compétence de balisticien et aussi de policier, donc habitué à ce genre de situation. Lui, outre les choses qu'a signalé Jean-Claude Schlinger, qui partage complètement, il m'a signalé autre chose, c'est l'impossibilité pour quelqu'un comme Christian Jambert d'utiliser 7 G-Varm pour se tirer dans la tête. Alors moi, avec des bras de 6 cm de plus que le gendarme Jambert, une carabine presque identique en longueur, dans la bouche c'est déjà très difficile, c'est réalisable malgré tout, et ça devient beaucoup plus difficile, voire quasi impossible, quand on veut se tirer avec une carabine, une balle dans la tempe. Là, elle est rentrée côté gauche, donc je prends le côté gauche. Voyez-vous, en allongeant mes bras au maximum, et moi j'ai quand même 5 cm de plus que Jambert. Donc, impossible. Donc même quelque chose d'aussi simple que la longueur de bras peut expliquer que le suicide est impossible. On rend un premier rapport à la suite de l'autopsie. Notre rôle n'est pas de dire Monsieur Jambert ne s'est pas suicidé ou Monsieur Jambert a été assassiné. On déclare simplement qu'il n'existe aucune possibilité pour que la victime ait pu rester consciente après l'une ou l'autre des deux blessures. Donc après, c'est au magistrat d'en tirer les conséquences. On peut très bien rendre une expertise et ne plus en entendre parler si rien ne se passe après. À la suite de cette autopsie, tout le monde s'attend donc à ce que la justice auxerroise ordonne une enquête sérieuse cette fois-ci sur les raisons de la mort de Christian Jambert. Et là, à la surprise générale, la justice auxerroise décide de demander une contre-autopsie. Alors, j'ai effectué 1500 expertises et c'est la première fois que une deuxième autopsie est demandée. Jean-Claude Schlinger, expert en balistique. C'est d'autant plus difficile qu'une autopsie, comme je l'ai dit, est complète
et que par conséquent, le deuxième médecin qui va faire cette seconde autopsie va avoir beaucoup de difficultés à déterminer ce qui s'est passé. Les organes ne sont plus en place dans le corps a été découpé, donc c'est très très difficile de faire une seconde autopsie, très difficile. Et on ne peut pas envisager que cette autopsie soit complètement pertinente, c'est pas possible. On va avoir une deuxième autopsie qui va être confiée à l'Institut médico-légal de Lyon. 23 avril 2004, la deuxième autopsie. Il y a une tradition, malheureusement, qui est que quand Lyon conclut un suicide, Paris conclut un meurtre et inversement. C'est deux services de légistes qui ne s'aiment pas du tout. Bon. Il y a des enjeux de pouvoir partout, même chez les légistes. Didier Seban, avocat à la Cour. Il y avait aussi un enjeu de réputation pour la gendarmerie. Si on a laissé un collègue se faire tuer sans qu'on mène l'enquête, c'est quand même pas glorieux. Aussi bien le professeur Lecomte que moi-même, on était persuadés de ce qu'on avait fait et des conclusions qu'on avait rendues. Il y avait tellement peu de possibilités que ce soit autrement que finalement on n'a pas compris ce qui s'était passé. Pour les techniciens de Lyon, le deuxième trou, celui qui est dans la tempe de Christian Jambert, serait un orifice de sortie. Ce qu'on sait à l'époque, c'est que ces deux instituts, l'Institut de Paris et l'Institut de Lyon, sont toujours en contradiction dans leurs conclusions. Extrait de l'enquête de Thierry Fournet en 2004. Selon l'Institut médico-légal de Lyon, une balle aurait suivi une trajectoire rectiligne, elle serait entrée dans la bouche et aurait terminé sa course à l'arrière du crâne de Jambert. Un second projectile serait entré au-dessus de la lèvre, aurait longé la pommette et créé cet orifice à la tempe. Cette seconde balle aurait décrit une trajectoire à angle droit. Elle serait passée sous l'arcade zygomatique, c'est-à-dire l'os de la pommette. En outre, on sait que l'œil gauche de Jambert n'a pas été touché. La balle aurait donc évité le globe oculaire. Elle aurait créé cet orifice au niveau de la tempe et poursuivi sa course dans la tête de Jambert sans sortir du crâne. Une balle magique en quelque sorte. Je dirais qu'en balistique, tout est possible. Je dirais que si l'orifice d'entrée est au niveau de la lèvre, il a de fortes chances de défoncer au moins l'arcade dentaire, d'éclater une ou deux dents. Dessous, il y a l'os qui est très près. C'est pas un os extrêmement résistant, donc cet os, il va éclater, quoi. Jean-Claude Schlinger, le balisticien qui a fait la première autopsie, est formel. Sur le trou qui se trouve dans la tempe de Christian Jambert, il y a des marques qui indiquent clairement que c'est un orifice d'entrée. Il y a bien donc eu deux orifices d'entrée situés à des endroits complètement différents du crâne. Les médecins légistes de Lyon ne vont pas dire que ça n'est pas un meurtre, ils vont dire que c'est compatible avec un suicide. Corinne Herman, avocate spécialiste des cold cases. Alors moi, je vois pas l'intérêt de saisir des médecins pour qu'on nous dise que c'est compatible avec un suicide. Il faut aussi, dans ce cas-là, écrire que c'est compatible avec un meurtre. On le déduit. Mais si c'est compatible avec un suicide, c'est qu'on leur a posé la question du suicide. Et ça, c'est grave, parce que ça veut dire qu'on a orienté. Ils auraient dû, dans leur conclusion, dire que c'était aussi compatible avec un meurtre. La mort de Christian Jambert, ça n'est pas rien. La mort de Christian Jambert, ça nous a empêché d'avancer plus vite dans le dossier Émile Louis. Et la mort de Christian Jambert, est-ce qu'elle est due à un suicide ou est-ce qu'elle est due à une exécution ? On va demander à nouveau à ce que le corps soit examiné. On va obtenir un troisième examen médico-légal au CHU de Bordeaux. Décembre 2007, la troisième autopsie. Une deuxième autopsie, comme je l'ai dit, est déjà très difficile. Que dire d'une troisième ? Je pense que les médecins qui ont procédé à la troisième autopsie n'avaient plus aucun élément suffisant pour pouvoir déterminer de façon rationnelle les trajectoires. C'est pas possible. Il y avait déjà eu trop de travail de fait et trop de destructions, même si ces destructions sont nécessaires pour réaliser l'autopsie, pour qu'ils puissent conclure de façon pertinente. C'est pas possible. Lorsqu'on va ouvrir son cercueil, il s'avère que les os qui nous intéressaient ont disparu du cercueil. La mâchoire inférieure de la victime avait disparu.
qui est quand même un petit peu gênant. Et ça, c'est un vrai coup de tonnerre. Enfin, on n'en croit pas nos oreilles quand on entend ça avec Didier Seban, parce qu'on est là, on est juste à côté de ce cercueil. C'est pas facile quand même. J'ai connu Christian Jambert. De le voir là, c'est quelque chose de difficile. Je me revois tenant le crâne de Jambert dans la 3e expertise, quelque part à Bordeaux. Nous étions réunis avec un scanner, avec des éléments. Le professeur Lecomte va tout de suite s'étonner de l'absence de certains ossements. Je revois aussi cette fameuse confrontation de légistes. Il y avait 3 légistes, 3 balisticiens, un juge d'instruction, et tout le monde se prenant à partie d'une certaine manière, discutant. Madame Lecomte, indignée par la position d'un de ses confrères, venant me voir à la sortie, me disant « Maître, ne lâchez pas, ne lâchez rien, votre client a été assassiné, c'est certain, même si on veut essayer de nous montrer le contraire. » La 3e autopsie ne permet pas de trancher entre l'hypothèse du suicide et celle du meurtre. Lors de l'autopsie, on a prélevé des éléments de balles dans la matière cérébrale. Ce sont des fragments, puisque les balles qui sont en plomb, lorsqu'ils ont touché la calotte crânienne, se sont fragmentées. Et j'ai constaté que sur certains, on voyait des traces de rayures provoquées par le canon de l'arme. Ce sont des traces qu'on peut analyser, mais encore faut-il avoir l'arme qui a été utilisée. Lorsqu'on fait ces analyses, on fait des tirs d'essai avec la carabine, on récupère le projectile, on mesure et on photographie les différentes rayures et on fait des rapprochements avec les fragments qu'on a pu retrouver. Mais là, on n'a pas l'arme. A priori, cette arme a été détruite, c'est en tout cas ce qui figure à la procédure, donc on n'a pas pu faire d'essai. Des scellés comprenant la carabine disparaissent du tribunal d'Auxerre, alors que des recherches sur la mort de Christian Jambert sont en cours. Des scellés qui disparaissent après avoir fait des demandes sur les recherches de la cause de la mort de Jambert. Après. C'est-à-dire carabine qui disparaît, plus d'autres scellés, du tribunal d'Auxerre encore. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est vrai qu'on peut se poser des questions. C'est pour moi, une des grandes énigmes de Lyon qui n'a pas été résolue. Moi, j'ai la conviction que Jambert a été assassiné. J'ai eu l'occasion de discuter avec le juge d'instruction et je lui ai simplement dit, monsieur le juge, vous savez bien que c'est pas un suicide. Et il m'a dit, c'est tout. La vraie question qui se pose, c'est qui aurait pu assassiner Christian Jambert et pourquoi? Là, il y a plusieurs solutions. Je ne pense pas personnellement que ce soit lié à l'affaire Émile Louis. Je ne vois pas comment et pour quelles raisons. Thierry Fournet, journaliste et réalisateur. Par contre, un certain nombre de choses circulent, d'idées circulent. Malheureusement, on ne va pas enquêter sur les affaires qui pouvaient justifier éventuellement qu'on ait voulu liquider Jambert. Il y en a une série, et je ne veux pas privilégier l'une par rapport à l'autre. Il était sur le parcours d'un tueur. Il enquêtait sur un trafic d'armes dans la gendarmerie. Il enquêtait sur un château islamiste dans la Nièvre. Il avait été présent sur le suicide de M. Bérégovoy. Il fallait enquêter sur les différentes pistes qui étaient ressorties, les gens qui pouvaient avoir envie de se venger de Jambert. Et malheureusement, on n'a pas voulu fouiller sur ces pistes. Du coup, comme on n'a pas fait l'enquête et comme elle a été pourrie dès le départ, ça laisse un champ ouvert énorme qui peut malheureusement donner l'idée qu'il y a des raisons complotistes. Moi, je ne crois pas à ce complot. Je suis assez convaincu qu'il a été assassiné, parce que effectivement il dérangeait. Mais il dérangeait qui? Je n'ai pas la réponse à cette question. Pour moi, médicalement, elle est faite, la lumière. Pour moi, médicalement, le dossier lui-même, les traces sur la scène de crime, tout ça, pour moi, c'est très clair.
vraiment très clair. Je parle jamais de complot, je parle jamais d'arrangement, mais là, dans le dossier Jeanbert, il y a quelque chose qui fonctionne pas. J'espère qu'un jour, les éléments sont suffisants pour reprendre ce dossier, ne serait-ce que pour que sa fille et son fils aient une réponse. Je pense qu'ils l'ont déjà un peu. Moi, j'estime que je l'ai d'une certaine façon. Après, qui, pourquoi, on ne le sait pas. Le 16 novembre 2010, le procureur de la République d'Auxerre, François Perrin, requiert un non-lieu dans l'enquête sur la mort de Christian Jeanbert. Le 31 janvier 2011, les juges Frédéric Ebel et Aurélia Schaff rendent une ordonnance de non-lieu. Lorsque j'ai appris la décision du magistrat, j'ai été un petit peu déçu parce que pour moi la justice, c'est pas tout à fait ça. J'estime que la recherche de la vérité n'a pas été conduite comme elle aurait dû l'être. Et c'est quelque chose que je n'ai pas digéré encore, voyez-vous, pourtant il y a longtemps, mais c'est un dossier qui me perturbe encore. Je pense encore aujourd'hui à ce dossier parce que ça arrive qu'on ait des incertitudes, qu'on ne soit pas sûr, qu'on ait du mal à déterminer quelque chose, qu'on soit conduit à faire des hypothèses parce qu'on ne peut pas conclure de façon précise. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, on a conclu en ayant les éléments pour conclure, si vous voulez. Donc, on n'a aucun doute sur le travail qu'on a fait et sur le rapport qu'on a rendu. Parce que c'est limpide pour nous, si vous voulez. Alors, voir ensuite que ça tourne comme ça, c'est un peu décevant, parce que je pense qu'on a donné à la justice tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse conclure de façon cohérente et honnête. Il fallait que la justice s'apaise dans l'Yonne, donc je pense que de dire que Christian Jeanbert avait été assassiné ou tué, c'était relancer le débat sur les disparus de Lyon et le débat sur d'autres affaires autour. Et il s'est avéré depuis qu'il y avait d'autres affaires autour. On n'a jamais dit que c'était une exécution d'État ou que c'était une exécution pour des questions politiques ou autres. Ça peut être quelque chose de très basique, mais on n'a pas voulu enquêter véritablement sur la mort de Jeanbert. Et je trouve qu'on lui devait. Vous savez, souvent dans une région, c'est la région se défend. Elle en a marre des scandales, elle veut que ça s'arrête, que la presse s'intéresse plus à elle. Il y a eu l'affaire Dunant, il y a eu l'affaire Émile Louis, il y a la mort de Jeanbert, ça faisait beaucoup. Il y a eu plein d'autres affaires autour. On s'est battu et puis c'était dur pour la famille. Ces relances successives, cette émotion... Elle n'a pas voulu continuer, mais je la comprends. Et donc l'affaire s'est arrêtée. Il y a pour moi cette idée qu'on n'a pas répondu à ces questions et qu'il faudrait que l'enquête reprenne. Je sais que certains gendarmes, même très haut placés, sont absolument convaincus aujourd'hui, ils me le disent, que Jeanbert a été assassiné. Je crois qu'il y a sûrement aujourd'hui des gendarmes qui sont à la retraite, des personnes qui sont plus tenues par les mêmes obligations professionnelles, qui ont des choses à dire. Je suis sûr qu'en retravaillant le dossier, on pourrait peut-être savoir ce qui s'est passé. En janvier 2023, un homme écrit à Didier Seban pour lui dire qu'il a des informations sur la mort de Christian Jeanbert. Aucune procédure judiciaire n'est en cours à ce jour. Vous venez d'écouter La conspiration du silence. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La conspiration du silence est un podcast d'Initial Studio, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, coproduite par Amda Productions et France Télévisions, et écrite et réalisée par Vincent Hérissé et Thierry Fournet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras.
avec la voix d'Alix Martineau.